Renault. À chaque victoire, nous construisons l'avenir. La passion de la performance. Elf, la passion a toujours raison. Bonsoir à tous et à toutes pour un beau week-end. Cela a été un très beau week-end pour le sport automobile français. Renault, champion du monde de F1, Peugeot, champion du monde des voitures de sport. Certains japonais se feraient harakiri pour moins que cela. Nous reviendrons d'ailleurs sur la victoire de Dalmas et Warwick à Suzuka tout à l'heure dans Minuit Sport. Et puis tiens, puisque nous pouvons dire ce soir que de bonheur n'arrive jamais seul, il faut parler également, et pour que le tableau soit tout à fait complet, de Didier Auriol, vainqueur du rallye des 1000 lacs et qui est en tête actuellement du championnat du monde des rallyes et en passe, pourquoi pas, de devenir champion du monde. On ne pouvait pas rêver mieux. Catherine, nous avons invité ce soir un directeur général heureux, celui de Renault Sport, Christian Contzen, car après la première victoire de Schumacher, hier en Grand Prix à Spa, devant Mansell et Patrese, Renault est devenu champion du monde des constructeurs. Alors Christian, si j'en juge parce que j'ai lu sous la plume de Gilles Navarro ce matin dans l'équipe, vous aviez un petit regret quand même hier, celui de ne pas avoir vu Nigel Mansell pour concrétiser ce Grand Prix, remporter sa 9e victoire. Bonsoir et merci de m'accueillir sur votre plateau. Effectivement, nous avions un petit regret, parce qu'on s'habitue facilement à gagner. Et je ne vous cache pas que nous espérions, bien entendu, être premiers et non faire 2 et 3. Ceci étant, nous saluons la performance de Schumacher et de Benetton qui méritent vraiment d'être soulignés, qui étaient remarquables. Christian, à l'origine, vous êtes plutôt un homme de marketing et puis maintenant vous vivez complètement la course, encore celle-là? Un homme de marketing, je suis avant tout un homme Renault. J'ai fait toute ma carrière dans cette entreprise et j'ai eu la chance, grâce à elle, d'y pratiquer plusieurs métiers. À présent, l'expérience sportive est absolument passionnante à vivre et je dois dire que j'éprouve énormément de plaisir à travailler dans cette activité. La tension aussi, lorsque vous êtes dans le stand derrière Bernard Dudot? Je veux dire, c'est le stress permanent. Je suis admiratif devant le calme olympien de Bernard. Qui m'apprend à l'être au demeurant. Et je dois dire que, effectivement, avec l'expérience, on acquiert peut-être un peu plus de recul par rapport à l'événement. Alors Christian, hier à Spa, c'est une victoire tactique, on peut dire, que Schumacher a remportée avec sa Benetton Ford. Il a changé de pneu au bon moment. Et là, les pilotes Renault n'ont pas pu remonter le handicap. Certes, course tactique, mais c'est la sortie de piste de Schumacher qui l'a incité à changer directement de pneus et qui a fait qu'il a changé les pneus au bon moment. Cela n'enlève absolument aucun mérite à l'équipe Benetton, mais ça mérite tout de même d'être souligné. Ceci étant, je crois que pour notre part, nous aurions pu effectivement changer de pneus, peut-être 2 tours au préalable. Je ne sais pas si au demeurant ça aurait changé la fin de la course, puisque nous avons connu un petit incident. Et puis on ne peut pas refaire les courses. Benetton a gagné à la régulière et c'est très bien assis. Enfin, c'était quand même un petit peu la loterie, on peut dire, avec cette pluie qui s'arrêtait, qui menaçait. Alors Catherine, hier, il y a eu donc cet événement de taille qui est le titre de champion du monde des constructeurs pour Renault, mais il y a eu aussi un événement, c'est la victoire de Schumacher. Christian lui rendait hommage à l'instant, 23 ans. Ce jeune prodige allemand est extraordinaire, on ne tarit pas d'éloges à son égard. C'est vrai qu'il est apparu l'année dernière à Spa pour sa première course en Formule 1, c'était chez Jordan à l'époque. Tout de suite, l'écurie Benetton a absolument voulu s'attacher ses services, ça a fait d'ailleurs toute une histoire, c'était à Monza l'année dernière. Schumacher chez Benetton,
qui pousse Piquet pratiquement dehors, parce que lorsqu'il arrive, eh bien, il règle mieux la voiture, il y arrive mieux, il va plus vite. Et puis Schumacher, eh bien, qui flirte avec tous les podiums depuis le début de la saison. On attendait de lui une victoire. Alors cette fois, non seulement il a gagné, mais en plus il a marqué bien sûr les 10 points de la victoire. Il est à 1 point de Ricardo Patrese, et donc Schumacher pourrait très bien être deuxième, être le lieutenant de Mansell s'il continue sur cette lancée et donc battre Ricardo Patrese. Mais je vous propose tout de suite de revenir sur cette victoire de Schumacher, le résumé de la course, Jean-Louis Bernardelli. L'histoire commence classiquement avec les vedettes habituelles façon carnaval belge. Sur la grille de départ, Berger reste bloqué et Williams-Renault est déjà champion du monde des constructeurs. Fin de l'histoire? Non, début de l'histoire. Celle d'un jeune prodige qui va gagner son premier Grand Prix de Formule 1 un an après sa première course, ici même à Spa. Quand le feu d'artifice commence, Senna et les deux Williams sont devant. Dans toute légende, il y a un destin. Ici, le destin, c'est la pluie. Juste digne de mépris en début de course, puisque tout le monde est parti en pneus slick pour piste sèche. Après 4 minutes de course, Mansell et Patrese dépassent Senna. Objectif, un superbe doublé pour couronner en triomphe un titre mondial. Et puis arrive la vraie pluie, le destin. Tactique de course, Mansell, allez-y, et Schumacher rentre au stand pour chausser les pneus pluie. La bonne idée, c'était ça, changer tout de suite. La mauvaise idée, c'est celle de Senna, qui parie sur l'arrêt de la pluie et ne change pas de pneus. Certes, à ce moment, il est devant les autres, ceux qui ont changé de pneus. Mais justement, ça va changer. Derrière Senna, il y a un groupe de chasse où Alesi et Mansell jouent trop serré. Sorti d'Alesi, le destin, la légende de Schumacher a gagné une place. Senna est toujours en pneus lisses, le groupe de chasse se rapproche. Mansell, Patrese, Schumacher, Brundle. Et c'est la curée. Mansell passe Senna avec un freinage d'anthologie. Patrese double Senna à 240 km/h sur une patinoire. Schumacher et Brundle passent Senna. Dans ce qui est le plus beau Grand Prix de la saison, la légende a encore gagné une place. Le jeune prodige est 3e. Senna s'arrête enfin pour changer de pneu. Trop tard, beaucoup trop tard. Il repartira 13e. La légende est en marche, mais la vieille garde est toujours devant. 1er Mansell, 2e Patrese, 3e Schumacher, 4e Brundle, 5e Hakkinen. Et puis, retour du destin. La pluie cesse, la piste sèche. Or, sur une piste sèche, les pneus pluie se dégradent très vite. Il va donc falloir faire un deuxième changement. Voilà le pari raté de Senna. Éviter les 2 changements en gagnant au passage 40 secondes gratuitement. Du coup, tout le monde sait que l'on va devoir repasser au stand. Mais question, tout de suite ou plus tard? C'est Boutsen qui se décide le premier et repart en pneus slick. Senna, cette fois-ci, opte pour le stand le plus vite possible. Mais c'est peut-être trop tôt. En tout cas, Boutsen détruit sa Ligier. La preuve, ça glisse même avec les pneus pluie. Attention, voilà le destin. Acte 1. Schumacher passe dans l'herbe. Brundle passe 3e. Acte 2. Schumacher rentre au stand pour une double raison. La piste est sèche et ses pneus sont pleins de cailloux. Pendant ce temps, Senna fait une jolie toupie. Acte 3, mauvais arrêt au stand pour Brundle, hors de ses marques. Il perd du temps et rend la 3e place à Schumacher. Le destin.
Je ne sais pas pourquoi, mais avant la course, j'étais assis ici même et j'avais le pressentiment que je pouvais gagner cette course. Après, pendant la course, j'étais derrière et je me suis dit, merde, ça n'est pas la bonne situation pour gagner. Et puis, les circonstances ont changé, j'ai pris les bonnes décisions au bon moment et vous savez le reste. La bonne décision, c'était de changer de pneu à ce moment-là. La mauvaise décision, c'est Mansell et Patrese qui la prennent. 7 minutes plus tard que Schumacher, il rentre au stand. 7 minutes de trop. Non seulement Schumacher est passé devant, mais en plus il a 6 secondes d'avance. Et il veut les garder, il est déchaîné. Quand il double Gachot, c'est cher. Alors bien sûr, Mansell veut remonter son retard. Lui aussi double des attardés. Ici Modena. Attention, très cher. On est à 11 minutes de la fin du Grand Prix. Mansell est en vue derrière Schumacher. Le champion du monde va ne faire qu'une bouchée du jeune prodige. Soudain, Mansell appelle son stand par radio. Que se passe-t-il? Il se passe que le destin est passé. L'un des 10 cylindres de Mansell va lâchement l'abandonner. Écoutez. Mansell doit ralentir. Schumacher va donc gagner le premier Grand Prix de sa carrière. Chez lui, tout va bien. Je veux dire que les gars de mon équipe, le team Benetton Ford, ils m'ont fait une voiture fantastique. Parce qu'avec une voiture de merde, on ne gagne pas une course. Vous avez la même expression que Nigel Mansell. Vous dites toujours fantastique. Oui, mais Nigel ne parle que de ses sponsors. Il dit toujours que tous ses sponsors sont fantastiques. Moi, je parle du team. Tout le monde est dans ce coup-là. Je n'aurais jamais gagné une course tout seul. Dimanche 15h38, il souffle un vent de toute beauté sur l'histoire. Sur le podium, Mansell, champion du monde, fait la gueule. Son avenir n'est peut-être pas très assuré. Celui de Schumacher, en revanche. Celui qui m'aurait dit, il y a 2 ans, que je ferais de la Formule 1, je l'aurais traité de fou. Et si quelqu'un m'avait dit que je gagnerais un Grand Prix 1 an plus tard, là, je lui aurais peut-être botté le train en lui demandant « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Il aurait raconté une belle histoire, celle de Michael Schumacher. Voilà pour ce résumé signé Jean-Louis Bernardelli. Christian Conzen, on va écouter maintenant quelqu'un qui vous intéresse particulièrement, enfin j'imagine, hein, puisqu'on en parle beaucoup, c'est Alain Prost. Pour le moment, il travaille avec nous sur TF1. On ne sait toujours pas s'il travaillera avec vous chez Renault la saison prochaine. Senna dit que c'est fait. Est-ce que vous dites la même chose ou est-ce qu'en ce moment, vous négociez avec les uns et les autres ? Je dois vous dire que pour l'instant, nous sommes préoccupés par une chose, c'est terminer la saison. Et ainsi que Catherine vient de le souligner, Schumacher est à un point de Ricardo Patrese. Nous souhaitons bien entendu préserver la place de second de Ricardo. Et donc, dans les ordres de priorité, il y a la fin de la saison. Et il y a encore gagné des Grands Prix. Quant aux pilotes, pour l'instant, je pense qu'il est trop tôt pour en parler. Vous n'êtes pas sans savoir, et j'ai peu d'expérience en la matière, mais que les contrats pilotes sont des négociations extrêmement délicates et difficiles. Et tout à l'heure, vous faisiez également allusion au contrat Schumacher. Je crois donc que pour permettre à ces négociations d'aboutir dans de bonnes conditions, tout en préservant nos pilotes actuels, on se doit d'avoir de la réserve sur le sujet. Et je crois qu'il vaut mieux poursuivre des négociations que de polémiquer ou que de faire des commentaires sur cet état de fait.
De plus, tout en étant parfaitement solidaire des décisions prises par Frank Williams, qui consulte toujours notre président Patrick Faure, je tiens à vous préciser que la responsabilité des pilotes revient à Frank Williams. Alors, soyons patients, voyons comment la saison se poursuit, et je pense que le moment venu, vous aurez la réponse à cette question que l'on pose trop. Très bien. Alors on va écouter justement précisément Alain Prost qui analyse cette victoire de Renault, champion du monde de F1 cette saison. On peut dire avec toute honnêteté et franchise que c'est la France qui gagne ce championnat du monde. Renault a fait un travail absolument fabuleux depuis bien entendu plusieurs années. On est passé vraiment à côté pour un cheveu en 83 ensemble. À cette époque-là, vous savez qu'il y avait ce problème de règlement, d'essence notamment, et si on avait posé réclamation, on aurait déjà été champion du monde. La manière dont Renault est champion du monde aujourd'hui est certainement encore plus belle que ce que l'on aurait pu avoir en 83, car justement, ils l'ont préparé depuis longtemps, ils ont arrêté la compétition, ils sont revenus. On parlait simplement à une époque de cette cellule que Bernard Dudot a fait avec son équipe pour justement préparer l'avenir. Toutes les erreurs du passé ont été gommées. Et donc voilà, c'est de champion du monde, c'est bien, mais c'est la manière qui compte, et la manière est absolument fabuleuse. C'est pour ça qu'on ne voit pas aussi la joie et les sourires, les débordements de bonheur sur la figure des légendes Renault. C'est car ils savent très bien d'où ils sont passés, par où ils sont passés. Et aujourd'hui, bon, c'est un peu la concrétisation de tout leur travail, mais je peux vous garantir que c'est absolument fabuleux pour eux, et c'est bien pour tout le sport automobile français. Ils savent quel a été le prix de ce titre mondial. Exactement, c'est pas facile, surtout que vous savez, quand on prépare une saison, quand on fait une saison, il faut aussi préparer celle qui vient. Donc c'est toujours un travail perpétuel, et on peut pas non plus s'arrêter aujourd'hui à ou une course ou un titre de champion. Mais j'ai l'impression que Renault est là pour longtemps, et ils vont certainement nous montrer ce dont ils sont capables encore dans le futur. Christian Conzen, bel hommage d'Alain Prost. Je constate d'ailleurs qu'Alain Prost est un excellent pilote, et nous le savons tous, mais qu'il est également excellent commentateur. Oui, on l'avait cru le comprendre aussi. C'est d'ailleurs pourquoi on lui a demandé de venir travailler avec nous. Voilà. Alors on va parler un petit peu d'Ayrton Senna maintenant, Catherine, parce que bon, on est obligé d'en parler. Il a fait des déclarations. Peut-être va-t-il s'arrêter la saison prochaine de courir provisoirement? Oui, enfin, Ayrton Senna, vous savez, comme beaucoup d'autres grands champions avant lui, aime bien utiliser la presse, ou tout au moins s'en servir pour l'aider dans ses négociations, ou avoir quelqu'un, faire passer des messages, avoir quelque influence. Christian, vous admirez beaucoup Ayrton Senna également, je crois. Tout à fait. Je pense que parmi les pilotes qui forment la tête du championnat du monde, c'est pas l'effet du hasard. Et lorsque l'on a eu la tête 3 fois couronnée d'un titre, c'est qu'on a certainement un talent hors du commun. Nous avons à l'heure actuelle 2 pilotes qui sont dans ce cas-là, et puis nous venons d'en découvrir un 3e qui a, à mes yeux, mérité son titre de champion du monde, Nigel Mansell, pour tout ce qu'il aura apporté à la Formule 1. Alors Senna-Prost qui apparemment ne veulent pas à nouveau cohabiter, c'est en tout cas ce que disait Senna, et Senna qui donc pourrait vouloir s'arrêter carrément s'il n'a pas les garanties techniques. Alors je vous propose tout de suite de revoir un petit peu ce que Senna a déclaré ce week-end. Ayrton Senna, capable du meilleur comme du pire. Senna, dans ses pires moments, c'est le Senna calculateur et cynique, sachant comme d'autres champions avant lui, utiliser la presse pour distiller son venin, servir ses intérêts. Le meilleur, c'est lorsqu'il s'arrête immédiatement pour porter secours à Eric Comas. Le meilleur, c'est encore cette rage de vaincre qui le pousse à la compétition. Je pourrais rester chez McLaren, mais en ce moment, je reste chez personne, je reste chez moi. En raison des changements techniques qui interviendront dans l'écurie d'ici février prochain, il se pourrait que je ne cours pas. Ce n'est pas une bonne situation, pas seulement pour moi, mais pour toute la Formule 1. Mais c'est la réalité, attendons de voir. L'école de Senna, c'est celle de Ron Dennis. Ils s'apprécient, savent travailler ensemble et sont aussi exigeants l'un que l'autre. Ron Dennis essaye aujourd'hui de garder Senna tout en lui faisant modérer ses prétentions financières.
Ce milieu est un milieu de rumeurs. Et ces rumeurs sont le fruit de gens dont les perceptions sont à l'opposé des faits. Nous sommes en difficulté. En général, aussi la Formule 1 est en difficulté à cause de la situation économique. Et l'intérêt de Williams est de faire croire qu'ils détiennent l'arme absolue pour l'année prochaine. Et de créer un pool attractif pour tous les pilotes qui rêvent d'y aller. And that makes them an extremely attractive place for drivers to go. Gerhard Berger parti chez Ferrari, il y a donc une place vacante chez McLaren. Place que la rumeur attribuerait donc au bouillonnant Michael Schumacher, récent vainqueur du Grand Prix de Belgique. Démenti formel de Flavio Briatore, Schumacher sera bien chez Benetton en 93, avec à ses côtés probablement Riccardo Patrese. Patrese, parti donc de chez Williams, reste un baquet pour 2 pilotes chez Williams ou 2 Williams pour 3 champions du monde, Prost, Mansell et Senna. Senna, dont le meilleur, c'est encore sa première victoire en Formule 1, celle acquise au Portugal en 85. À l'époque, il pilotait une Lotus, un moteur Renault, logique qu'il veuille y retourner. C'est bien de rappeler que Senna a déjà gagné avec un moteur Renault. Christian Conzen, alors c'est vrai, d'après Ron Dennis, vous faites croire au milieu de la Formule 1 que vous avez l'arme absolue pour la saison prochaine. D'abord, Ron Dennis fait une analyse qui est intéressante et je crois qu'il a raison de souligner l'aspect économique de la Formule 1. Et c'est également une de nos préoccupations. Quant à l'arme absolue, nous avons connu dans le domaine de la Formule 1 de tels renversements de situation que je crois pour ma part que personne ne détient l'arme absolue et qu'il faut en permanence s'inscrire dans une démarche de progrès permanent pour être le meilleur. Alors, c'est le cas pour l'instant, mais vous avez pu constater lors des 2 derniers Grands Prix que c'est tout de même McLaren et Benetton qui ont remporté ces 2 Grands Prix. Donc croire que c'est facile, croire comme je le lis dans certains journaux qu'on se balade, c'est faux. On travaille énormément et nous sommes extrêmement vigilants face à la concurrence qui est la nôtre et nous sommes absolument convaincus que l'année prochaine, plusieurs écuries seront là pour conquérir le titre avec la possibilité de l'avoir. Bien, après une page de publicité, nous allons découvrir un personnage de l'ombre, un homme qui est pour beaucoup dans le titre de Mansell et de Renault. C'est un motoriste, il s'appelle Denis Chevrier. À tout de suite. Renault. À chaque victoire, nous construisons l'avenir. La passion de la performance. Elf, la passion a toujours raison. Retour à la victoire de Renault dans le championnat du monde de Formule 1. Christian Conzen, l'équipe Renault Sport, ça représente combien de personnes et combien de personnes méritent-elles le titre de champion du monde à ce jour ? Je crois qu'à ce jour, c'est l'ensemble de l'entreprise qui mérite le titre. Donc c'est la totalité des collaborateurs que forme Renault. Il est évident que l'équipe de Viry, dirigée avec talent par Bernard Dudoux, mérite des félicitations de la part de nous tous pour le travail accompli. Parce que il ne suffit pas de jouer une saison, 2 saisons. Il faut mesurer le travail accompli depuis 15 ans. Et je crois que c'est la démarche patiente, obstinée, dont il a fait preuve, qui nous a permis d'arriver à ces résultats. Et je suis absolument admiratif devant le travail réalisé par l'équipe de Viry. Et très heureux que le destin m'ait donné l'occasion d'être des leurs. Dans cette équipe, Catherine, il y a un Denis Chevrier dont vous dites que c'est un surdoué.
Oui, on l'appelle un petit peu le surdoué parce qu'il a des lunettes de professeur, il est très appliqué, il est toujours extrêmement concentré. Il n'y a pas que lui, il y a Bruno Mauduit, il y en a bien d'autres, je ne vais pas tous les citer, mais c'est vrai que c'est une équipe extrêmement sympathique. Et puis Denis Chevrier, c'est l'homme de l'ombre de Nigel Mansell. C'est lui qui a la confiance de Mansell et en même temps il lui fait confiance, ils se parlent. C'est Denis Chevrier qui donc aussi surveille Mansell tout au long de la course par ordinateur interposé. Donc Denis Chevrier, je vous propose de le découvrir. Il est toujours lui derrière son ordinateur pendant la course. Contre toutes les apparences, un titre mondial n'est pas l'unique fruit d'un pilote au grand cœur. La réalité est moins romantique. Une couronne mondiale passe, certes, par la passion, mais aussi par le travail et la confiance. 3 éléments qui unissent Nigel Mansell et Denis Chevrier, son ingénieur motoriste. La confiance, c'est celle de Denis pour Nigel. Nigel Mansell, réputé casseur de moteur, infatigable gaffeur, que Denis Chevrier défend quoi qu'il arrive. Et lorsque l'on demande à Denis Chevrier avec quel pilote il a préféré travailler, la réponse est claire. C'est avec Nigel, c'est sûr. Enfin, bon, c'est vrai que c'est aussi plus facile dans la mesure où c'est avec lui qu'on a le plus de résultats. Mais c'est vrai que le personnage est vraiment, par son action sur un circuit, et quand même effectivement, c'est absolument valorisant de travailler avec lui. Vous m'avez dit un jour, avec Nigel, on travaille, on n'a pas le temps de penser à autre chose, de faire du golf ou de se raconter les histoires du week-end. Alors est-ce que maintenant vous vous racontez les histoires de week-end ? Non, non, pas plus. Non, je crois que ce qu'on prend un peu plus le temps, c'est de discuter un petit peu de la façon dont on a apprécié le travail de l'autre. Mais on ne prend pas beaucoup plus le temps de discuter d'autres choses, non, dans la mesure où on peut quand même discuter, etc., de comment il en est en ce moment, à cette période de l'année, etc., le fait qu'ici, il venait pour gagner et qu'on espère bien le faire. Et donc, on n'est pas nécessairement obligé de discuter technique, on peut discuter d'une façon un petit peu générale, mais on ne raconte pas nos emplois du temps de la semaine d'avant. C'est-à-dire que les rapports restent des rapports professionnels, amicaux, si je peux dire. Le travail, c'est celui de milliers d'heures passées à discuter, écouter, vérifier, encore et toujours, le moindre détail pouvant tout compromettre. On fasse le retour de ce qui s'est passé. Donc ça occupe déjà toute la journée du lundi. La journée du mardi, traditionnellement, quand les circuits se suivent au rythme où ils se suivent, c'est-à-dire 15 jours, bon, 15 jours, c'est 15 jours d'une course à l'autre. Mais à partir du moment où on rentre le lundi, les moteurs pour équiper les voitures qui vont faire les essais qualificatifs, il faut qu'ils soient fournis le jeudi. Après, c'est essayer de trouver un petit peu de temps pour redépouiller éventuellement des choses que l'on a enregistré pendant le Grand Prix et qui réclament une étude un petit peu plus approfondie. Il faut collecter toutes les informations qui sont issues des gens qui font des essais, aussi bien sur la piste que sur le banc, pour arriver avec le maximum d'armes sur le circuit, et puis après, c'est un autre jour. La passion enfin est celle d'un homme qui, tout petit déjà, rêvait de parcourir le monde avec comme port d'attache une bande d'asphalte entourée de rails. Ah ouais, donc j'ai toujours rêvé de faire ça. Ah, vous avez tout fait pour y arriver? Qu'est-ce que vous avez suivi comme études? Ah bah oui, disons qu'on fait tout dans la mesure où, bon, déjà, on suit des écoles techniques, parce que c'est effectivement, on est intéressé par la technique. Si on veut faire ça, c'est qu'il faut y avoir deux choses. Il faut déjà être intéressé et par la technique et par le sport. Donc je pense qu'il y a deux façons d'être intéressé par la compétition. La première, c'est de la faire. Et pour ça, il faut être doué naturellement quelque part. Quand on s'aperçoit qu'on n'y est pas, l'autre façon de faire de la course,
eh bien c'est de la faire techniquement. Donc ça c'est une première chose. Et puis après, il faut saisir des opportunités et finalement on s'aperçoit que quand on a vraiment envie de faire quelque chose, en ce qui me concerne, on y arrive quoi. La victoire enfin est celle de toute une équipe, 150 personnes basées à Viry-Châtillon sous la houlette de Bernard Dudot depuis une quinzaine d'années. Vous savez, une équipe de Formule 1 à ce niveau-là, ça se construit sur des années. En réalité, un certain nombre des membres de cette équipe sont là depuis 15 ans et ont commencé avec moi, qui suis un ancien de l'équipe, en Formule 1 à l'époque du moteur turbo. Et puis on l'a fait grandir, on a donc ajouté des éléments, on l'a rajeuni, on a rajouté des jeunes qui ont amené du sang neuf, mais aussi des compétences nouvelles, des formations nouvelles. Et puis maintenant c'est une équipe de 130 personnes, dont 25 ingénieurs, et je crois qu'on a une des toutes meilleures équipes motoristes du monde. Si la saison est d'ores et déjà gagnée pour Renault, pour Williams et pour Mansell, restent les records. Record de victoire en une saison pour Nigel Mansell et prochain objectif, Monza, un circuit typiquement de moteur. Et puis il y aura aussi le défi Suzuka, battre enfin les Japonais sur leur propre terrain. Alors c'est vrai que vous pourriez suivre l'exemple de Peugeot qui vient de battre les Japonais à Suzuka, là il deviendrait vraiment jaune. Je pense que ce que nous avons cherché, c'est à les battre à travers un championnat. Et je pense qu'en technologie de pointe, la Formule 1 représente à l'heure actuelle dans les sports mécaniques ce qu'il y a de plus pointu. Donc je suis conscient que nous avons battu les Japonais. Et que nous devons maintenant, que nous avons atteint ce niveau, de nous y maintenir. Enfin, vous parlez de Peugeot, je me réjouis sincèrement de la victoire de Peugeot, parce qu'enfin c'est une victoire de l'industrie française. Et que pour nous tous, je crois que c'est extrêmement valorisant. Je pense que Jean Todt a beaucoup de mérite, parce que c'était semé d'embûches, et qu'il a réussi à concrétiser ce titre. Donc bravo à Peugeot. Alors Catherine, on va revenir un peu maintenant sur le cheminement de Renault en Formule 1. Ça a commencé par une victoire de Jabouille. Ah oui, et depuis, il s'est passé pas mal de choses. Oui, il s'est passé beaucoup de choses. C'est vrai, en ce qui concerne Renault, il y a tous les grands pilotes pratiquement ont participé à cette aventure. On parlait tout à l'heure d'Ayrton Senna, donc c'était la première victoire d'Ayrton Senna en 85 au Portugal avec un moteur Renault, c'était une Lotus à l'époque. Il y a eu Alain Prost qui a participé donc à l'aventure Renault. Je vous propose tout de suite, à travers le récit de Bruno Kaufmann, de retrouver quelques images d'archives. Aujourd'hui donc, consécration pour Renault, l'aboutissement d'un long parcours en Formule 1. L'histoire débute en 1977, très vite, un an après la création de l'écurie. Première victoire en Grand Prix à Dijon, avec au volant Jean-Pierre Jabouille. Par la suite, Arnoux, Prost et un degré moindre, Tambay, Shiver, Warwick contribueront à étoffer le palmarès. Mais au-delà du succès de ces pilotes, Renault Sport marque surtout son époque en développant un moteur révolutionnaire, le moteur turbo. Toutefois, une déception lors de cette période faste pour les voitures de la régie. Aucun de ces pilotes n'a réussi à devenir champion du monde. Finalement, Renault quittera la F1 en 1985 pour des raisons économiques. Grand retour en 1988 en association avec Williams. Rapidement, le fameux V10 s'affirme comme l'un des tout meilleurs moteurs. Mais les résultats se font attendre. La Williams Renault obtient en fait sa première victoire en Grand Prix à Montréal en 1989 avec Thierry Boutsen. S'ensuit une progression régulière durant 2 saisons pour finalement atteindre les sommets et devenir la meilleure écurie du monde en 1992. Christian Gonzen, pour réussir comme le fait Renault, il faut aussi des gens qui prennent des décisions importantes. Il y en aura à prendre là d'ici à la fin de la saison. Alors je pense que si nous en sommes là en Formule 1, nous le devons au président de Renault Sport, Patrick Faure, qui a su en son temps convaincre le président Lévy
qui a su convaincre également notre nouveau président, M. Schweitzer. Et je pense qu'on ne rend pas suffisamment hommage à ceux qui assument les risques et ceux qui prennent les décisions. Parce que nous avons eu la chance de faire ce que nous avons fait. Mais il y a tout de même quelqu'un qui l'a assumé. Et je dois dire que je suis admiratif devant mon président. Catherine, on va terminer par un petit clin d'œil, parce que vous avez découvert qu'à Spa, on boit de l'eau, ce qui est normal, mais que Spa est devenu Spa grâce à quelqu'un qui, justement, ne buvait pas que de l'eau. Oui, alors ça, ce sont nos amis de la télévision russe qui nous ont raconté cette histoire. Figurez-vous que Pierre le Grand, leur tsar, venait régulièrement à Spa, qui ne s'appelait pas Spa encore à l'époque, pour y faire quelque sorte des cures de désintoxication. Et il était tellement sous la première fois qu'il a bu de l'eau de Spa, il a voulu dire merci, c'est-à-dire spasiba en russe, et il n'a pu dire que la première syllabe, c'est-à-dire Spa. C'est pourquoi ce lieu s'appelle comme ça. En tous les cas, c'est ce qu'ils nous ont raconté. Regardez ces quelques images pour évoquer Spa, ville d'eau. Quand même mal de voir toutes ces belles mécaniques se casser comme ça. Oui, et puis ça fait surtout peur parce que c'est impressionnant. Là, vous avez de la musique, vous n'avez pas le bruit, mais quand il y a le bruit en plus, c'est très impressionnant. On a toujours peur pour les pilotes. Christian Conzen, l'avenir, avant de vous remercier de nous avoir rendu visite ce soir. L'avenir pour nous est bien entendu de remettre le titre en jeu l'an prochain et avec comme objectif de le gagner. Donc l'objectif est simple, à énoncer. Il sera moins facile à réaliser. Et au-delà, il est trop tôt pour en parler. Ce sera fonction d'abord de l'évolution de la réglementation de la Formule 1, parce que pour nous c'est un banc d'essai de haute technologie et il faut que ce soit compatible. Et enfin, il y a toujours des raisons économiques qui peuvent dicter des situations imprévisibles. Mais en dehors de ces deux précautions que je viens de prendre, l'objectif de l'entreprise est de poursuivre en Formule 1 bien au-delà de 93. Parfait. Bien, merci Christian. On vous souhaite de terminer en beauté cette saison avec Nigel Mansell et Riccardo Patrese. Le prochain Grand Prix, ce sera à Monza dans 15 jours et il sera retransmis bien entendu en direct sur TF1. Dans un instant, Minuit Sport avec du surf et avec l'autre victoire, celle de Peugeot. On va se retrouver dans un tout petit instant. À tout de suite. Renault. À chaque victoire, nous construisons l'avenir. La passion de la performance. Elf, la passion a toujours raison.